Bonjour à tous et bienvenue dans les émissions Top Prospect, du moins la présentation des prospects. Et oui, vous commencez à connaître sur la chaîne à un moment de la draft. On reçoit toujours Ryan, Valentin et cette année, il y aura Kevin en plus qui sera qui viendra aussi nous parler des quarterbacks, voilà, des wide receivers. Bref, on y va. Vous commencez, vous commencez à connaître le principe. Il est avec nous tout de suite. C'est pour parler des défenseurs et qui de mieux que Ryan est avec nous, voilà. Yo, un tight end générationnel. Exactement, Dis-le, Joe. exactement. Je vous invite à réécouter le podcast La roue du destin de la NFL, la roue du destin de Ryan. Elle en a décidé vraiment. Il a commencé vraiment par sa carrière par une blessure et tout le monde s'est moqué de lui, tout le monde doutait de lui et après il est parti, il est Dis monté, bien, monté, dis bien, monté, Joe. Dis monté. bien que tout le monde doutait de moi. Ah, si, on va pas tout spoiler, mais ça finit une carrière légendaire. Il a relégué tous les tight ends aux oubliettes. Bref, allez écouter cet épisode. Il est en podcast pour ceux qui écouteront l'épisode. Et voilà, ça sera un moment, c'est un petit jeu qu'on va essayer de mettre en place sur la chaîne. Mais voilà, je vous laisse découvrir. Je vous en dis pas plus. Mais ça a été. Je pense que vous risquez de rigoler même en écoutant l'épisode. Bon, Ryan, j'espère que ça t'avait plu. Et puis, encore merci à toi, merci à la team The Trickplay, merci à vous. On commence à faire la promo, bien évidemment. Ça va être la période de la draft, ça va être la période des prospects, les gros monsieur. Voilà, ça, tout le monde fait sa petite moque dans le coin et tout. Ouais, le Edge là, ouais, celui-là, petit bras, grand bras, moyen bras, il est pas bon, il est moyen, il est truc. Bref, voilà, on entend des choses partout. Grand mec, petit mec. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Gros monsieur, petit monsieur, bref, voilà. Des bras qui sont mesurés au Combine. Hop, il est mesuré au Pro Day. Le mec, il a gagné 3 cm de bras. Tu sais pas d'où ça vient, d'où ça sort, mais c'est légendaire, légendaire. C'est les joies de la draft, C'est les joies les de la joies du draft. process. Donc aujourd'hui, Ryan, on va partir sur les edge. Tu m'as proposé 5 joueurs. Donc on va tout de suite les faire apparaître à l'écran. Et le premier, de toute façon, que tout le monde parle, hein, tout simplement, hein, on va pas se mentir, c'est Ruben Banks Junior, le edge de Miami. Voilà, il a eu 30 solos cette année, 9 sacs et demi, un fumble forcé, une inter. J'ai pas mis comme l'année dernière, j'avais mis toutes les stats de toute sa carrière. Là, on a mis la dernière saison pour faire un peu plus visuel. Et ceux qui écoutent en podcast, bon, ça vous évite d'avoir plein de stats à entendre. Ryan, moi j'ai certains points négatifs, et encore si on peut appeler ça négatif, mais on en parlera après. Je te laisse nous parler de Ruben Ben Junior qui a plutôt fait une belle saison cette année, qui a joué les playoffs avec Miami, qui a été même une surprise en playoffs parce que Miami, on ne les attendait pas aussi loin en playoffs et qui vont en finale de college football, faut le dire. Hein. Et voilà, donc il a explosé toute sa saison et même à l'écran en playoff. Je te laisse un peu nous dire un peu ce que tu as pensé de son scouting et tout ça. Dis-nous un peu ce que tu en penses. Ouais, bah déjà, tu fais bien de le rappeler. Ruben Bain, il fait une sacrée saison en termes statistiques, aussi bien sur le run stop que là, on le voit sur sa ligne de stats. Il y a des sacs, il y a un forcé de fumble, il y a une inter, donc on voit que ça a été productif. Chose qui est très bonne à rappeler, c'est que contrairement à d'autres joueurs, même si statistiquement il a produit, il a su aussi le montrer, ne serait-ce qu'à l'eye test. C'est-à-dire que quand tu es spectateur, tu te mets devant le match, tu vois Ruben Bain tout au long du match. Il n'y a pas des moments où il disparaît ou quoi. Et ça met à son crédit parce qu'on parlera après d'un autre top prospect de la position où justement je retrouvais beaucoup moins cela. Maintenant, si on parle un petit peu plus technique, si on parle vraiment du scouting, comme tu dis, que j'ai pu effectuer, j'y ai vu des très bonnes choses. Déjà, c'est important de dire que pour moi, et je pense pas être le seul, Ruben Bain, c'est clairement le edge 1 pour moi de la draft. C'est-à-dire que si tu as besoin vraiment d'un edge, tu vois, qui va arriver et qui va être capable de produire en fait dès son arrivée, tu vois, sans compter forcément sur un upside de dingue ou quoi. Moi, personnellement, je te recommanderais Bane. Pour moi, il a beaucoup de choses qui me font dire qu'en fait, dès sa première année, je pourrais le mettre sur un terrain NFL. Et c'est déjà une certaine domination de ses vis-à-vis tout au long de la saison. Une domination qui s'est ressentie. Tu vois, c'est un joueur qui est puissant, qui est très agressif, qui a la bonne mentalité, je pense, pour jouer sur la ligne, tu vois, dans les tranchées. Il a cette envie, en fait, de dominer. Il a envie de faire des plays et ça se voit, ça se ressent. Euh, Autre chose que j'ai noté, c'était son profil un petit peu de tweener. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, un profil de tweener, c'est un joueur qui a un petit peu le cul entre deux chaises,
entre deux positions, en fait. C'est quelque chose qui est en train de changer. On a vu au fil de la saison que Bane a perdu du poids, qu'il s'est affiné un petit peu. Donc on tend un petit peu plus vraiment vers le poste de Edge. C'était une de mes interrogations que j'avais, tu vois, quand j'ai fait le scouting et donc quand j'ai fait sa fiche. Et c'est une interrogation qui est en train de disparaître petit à petit parce que lui, avant d'arriver dans les mains d'une franchise et de leur laisser le choix, il se dirige vraiment, tu vois, vers un poste de Edge en ayant perdu du poids, en cherchant à se spécialiser un petit peu sur son pass rush. Euh, il cherche un petit peu à ne pas laisser justement cette option ouverte à ses franchises et à vraiment se présenter comme un edge rusher. C'est quelque chose de très sympa à mon sens, dans le sens où ce que j'ai pu voir sur les tapes, c'est que je disais pour ce style de joueur qui est plutôt orienté power rush, tu vois, c'est les mecs qui aiment bien utiliser de leur force physique, utiliser des mouvements comme le club, le rip, du bull rush, qui aiment faire parler leur force physique. Je lui ai noté que il avait finalement une palette technique qui était vraiment très intéressante et que tu retrouves pas tout le temps chez ce genre de joueur-là. Tu vois, j'ai vraiment noté, il me semble, plusieurs fois sur sa fiche que euh, cette palette de pass rush et où il allait justement puiser dans les vrais mouvements de pass rusher pur, tu vois, c'était assez rare en fait et qu'il est assez fluide dans sa façon de sortir les mouvements. Et donc, je suis pas étonné de voir là, tu vois, très récemment, pas mal de vidéos de lui où il s'entraîne et où il a l'air d'avoir gagné encore en fluidité parce qu'il a perdu du poids. Et j'avais Ouais, excuse-moi, ouais. D'où la vie. À un moment donné, je crois que tu as partagé à un moment donné, une photo, je crois, cette semaine ou la semaine dernière sur X, là. Et on le voit, mais qui penche justement pour essayer comment on appelle ça, l'entraînement, là. de contourner le bags. Voilà. Et il a quand tu vois, il va vraiment bas, mais c'est, et je trouve que, alors je sais pas si ça a fini vraiment, mais on trouve vraiment qu'il est, Si, si, quand si, tu vois moi la, je te le dis, il s'est affiné même dans son poids, tu vois, ouais, dans ses mesures entre le poids qui avait été annoncé en début de saison par Miami, le ouais, poids qui avait été annoncé en fin de saison et le poids tu sais, maintenant à son Pro Day. maintenant, ouais. Et tu le vois en fait entre le début de saison où sur certains matchs, il paraissait un petit peu bouffi, bah, tu retournes voir le match, bah, par exemple sa finale, tu vois qu'il s'est un petit peu affûté. Et je te dis, ça se ressent beaucoup. Tu parlais justement de sa capacité à bend qui refait surface un petit peu dernièrement. Et effectivement, pour moi, même là-dessus, il s'est amélioré. C'était un des points que j'avais noté où, pareil, j'avais une petite interrogation au cours de la saison. Où parfois, il avait un petit peu du mal, tu vois, à terminer son bend. Il avait tendance à se faire accompagner sur l'extérieur sans pouvoir vraiment, tu vois, mettre le petit coup de hanche qu'il faut, le petit mouvement. Et en fait, le fait qu'il ait perdu du poids, il a gagné un petit peu en agilité, il réussit à aller plus bas. On voit que même sur sa flexion de cheville et tout, bah, le fait qu'il soit un petit peu moins lourd, ça l'aide. Et j'ai l'impression que, ouais, effectivement, là, en quelques mois, il a gagné un petit peu sur sa capacité à bend, qui pour moi fait partie des points très importants quand tu cherches justement à performer en NFL à cette position-là, tu vois. Ouais, ouais. Et ce qui va marquer en NFL, on le sait, hein, de toute façon, quand tu tombes contre des O-line qui sont, on va dire, voilà, les mecs sont un peu plus lourds que toi, sont un peu plus costauds. Mais si tu es, si tu joues sur ta rapidité, même si par moment, tu peux te faire écarter, tu peux te faire tout ça, mais rien qu'avec ta rapidité et ta fluidité, bah, ça peut, même si tu vas pas plaquer le mec, mais ça va embêter le quarterback en face et ça va annihiler le jeu. C'est un gros point fort chez lui, hein, on va pas se mentir. Il n'est pas tout le temps en train de saquer, même si on voit qu'il a fait 9 sacs et demi. Mais il y a des moments, les sacs sont tout faits, sont tout cuits. C'est aussi grâce à lui pour ses coéquipiers, quoi. Hein. Ça, Ouais, faut le bien dire. sûr, Hein. parce qu'il crée, en fait, il crée de la pression. Il C'est crée ça. de la pression grâce à son, comme je le disais, son profil de jeu qui est plutôt axé power rush et qui, bah, comme ça, de mémoire, pourrait vous faire penser à, bah, par exemple, Jared Verse, qui était beaucoup comme ça, tu vois, à Florida State, où il est dans le combat, il est dans l'explosivité, il est dans. Tu vois qu'il a envie de foutre le bordel. Sauf que justement, Bane, il a cette qualité, cette palette technique que tu retrouves pas forcément partout. Et donc, c'est déjà une. En fait, il a déjà les bases installées et peut-être même un petit peu plus que les bases sur ce que moi j'en ai vu. Donc, c'est déjà un vrai gain de temps, en fait, tu vois, sur son développement. Euh, Oui, les coachs NFL, parce qu'on sait que c'est l'élite, hein, voilà, ils ont
voilà, ils ont encore des choses à travailler, mais tu le travailles beaucoup plus rapidement avec des joueurs comme ça, on va dire, qui ont progressé en peu de temps, quoi, on va dire, sur leurs dernières années, quoi. C'est ça, c'est ça. Après là, tu vois, on parle beaucoup justement de son pass rush pour l'instant parce que forcément, c'est ce qui cristallise les débats quand tu parles d'un edge rusher. Mmh. Heu, Ruben Bain est extrêmement bon en run stop. C'est-à-dire qu'il saura vous apporter directement, sur sa capacité à stopper la course et pareil, ça on sait que c'est très important en NFL, de ne pas être en fait, unidimensionnel quand tu cherches à être vraiment titulaire et à te développer comme étant un très grand joueur. Mmh. Il y a un autre point qui pouvait faire question avec Bain, c'est sa taille. Tu vois, il est un petit peu petit, il y a son débat au niveau des bras, machin. Donc pareil, on se posait la question, est-ce qu'il serait capable de jouer, par exemple, en tant qu'outside linebacker sur un front 30, tu vois? Donc vraiment en tant qu'edge rusher, mais en tant qu'outside linebacker. Pour moi, il y a encore des questionnements. Je pense Mmh. que son rôle parfait, ça serait vraiment D-end sur une 40, où vraiment il pourrait faire parler justement sa force, sa violence, sans trop avoir de responsabilité. Maintenant, on a vu à son Pro Day, il a fait quelques passages où on lui a demandé de dropper en coverage. C'était pas pire. Tu vois, honnêtement, Ouais, bien sûr, je bien pense sûr. il aura besoin de Le travailler, hein, mais pourquoi pas? le Je suis pas fermé à l'idée, en fait, tu vois? Tu me dis demain, bah, vas-y, on le met à outside linebacker parce que c'est notre schéma qui veut ça et je vais pas être en mode: «Ah ouais, non, c'est chaud, annule le pick, parce qu'il sera incapable de le faire». mmh mh, Ça avait l'air d'être plutôt correct, mais je pense qu'il faudra bosser. mmh. Ouais. OK. OK, OK. Pour toi, allez, si on doit mettre un petit bémol, son gros point négatif, c'est quoi, toi, pour toi, chez lui? Moi, j'en ai un que j'ai repéré. Alors, à mes yeux, à moi, je pense pas, tu vas peut-être me dire le contraire, mais je te laisse, déjà dire et après je te dirai le mien. Mais quel est pour toi son point négatif, pour toi? Bah, le truc, c'était déjà le bend, Mmh. sauf que comme je te dis, en fait, le fait qu'il ait perdu du poids pour moi, il y avait le bend et justement, son profil un petit peu de tweener qui me faisait un petit peu chier. C'est 2 points, en fait, qu'il a réglés de lui-même avant même de se présenter à la draft. Donc, parmi les gros points faibles, qui lui restent, j'ai noté, une lecture du jeu qui peut être parfois compliquée dès qu'il s'agit d'avoir des jeux feintés. Mmh. C'est Mmh. quelque chose qui a pas beaucoup, ou en tout cas, à moins de tomber sur des équipes spécialisées, c'est pas des points que tu as beaucoup en college football, mais c'est des trucs qui peuvent, avoir lieu énormément en NFL. Tu vois les jeux feintés, aussi bien les play action que les draws, que les misdirection, les counters donc c'est des courses où tu pars d'un côté pour après repartir de l'autre. Heu, des motions, du mouvement dans la boîte, machin, pendant le jeu, tu vois? Après le snap, c'est des situations de jeu où en fait Bane a tendance à perdre le ballon des yeux pendant une petite seconde. Sauf que quand ça arrive, bah, en fait, il se retrouve à être parfois complètement perdu. Il va falloir qu'il travaille là-dessus. C'est pas impossible de le travailler, mais en fait, il y a un autre point dans son jeu qui amplifie ça encore plus. C'est le fait que parfois il attaque son vis-à-vis. Il a tellement envie en fait de pénétrer, il a tellement envie d'éclater la gueule du mec d'en face qu'il a tendance à y aller parfois avec la tête, parfois même avec la couronne du casque. Et forcément, bah, je le dis souvent sur mes articles, peut-être que les gens se représentent pas bien ce que ça veut dire, mais un truc tout con, regarde là, je te vois, Joe. Mmh. Je regarde mon écran, je te vois. Si Bien j'attaque sûr. comme ça, bah là, je peux Bah, te lever et partir. En fait, je vais pas le c'est savoir. Tu vois. ouais, exactement, exactement. Donc pareil, c'est quelque chose qui peut être travaillé, c'est quelque chose qui va être travaillé, mais il faut que ça vienne aussi de lui. Il a pris des habitudes qu'il va falloir oublier pour réapprendre les bons gestes. C'est pas impossible, mais comme je vous dis, c'est une vieille habitude, c'est un vieux réflexe, donc il va falloir le travailler. Bon, c'est une chose que je suis content parce que tu parles de tête baissée et moi j'appelais ça, tu étais là le soir de la mock draft qu'on a fait, sur le foot US de A à Z, la première là, il y a une quinzaine de jours ou il y a une semaine, je sais plus et je disais, Ruben Ben, ce qui me manque chez lui, c'est son instinct QI foot par moment et tu sais que moi j'apporte beaucoup, même à n'importe quelle position d'un terrain, j'apporte un peu de QI foot et cette fameuse, foncer tête baissée et du coup, bah, tu t'es tête baissée comme tu dis et puis tu perds le visuel et t'es dans les choux, quoi. Et en NFL, tu vas le faire une fois, deux fois, les mecs, ils vont le voir tout de suite. À chaque fois, tu vas te faire pancake, tu vas manger parce que tu vas pas juste aller lever ta tête. Et moi, c'est vraiment je suis content parce que c'est vraiment le truc que j'ai observé chez lui. Je trouve qu'il est des fois trop tête baissée. Et comme tu dis, par moment sur les jeux déguisés, moi, quand il y a un O-line qui change le jeu au dernier moment, et je trouve bah, que
il n'arrive pas. Alors, des fois, oui, la O-line, ils arrivent, ils le prennent en double team, triple team. Bon, le pauvre, voilà, on va pas se mentir. Mais il y a des moments où, au lieu d'aller foncer tête baissée, puis comme tu dis, vouloir aller défoncer le mec en face, réfléchis un petit coup, feinte un peu ton jeu et passe ailleurs, quoi. Ou croise ta course. Et je me dis, c'est ce petit truc qui lui manque. Mais ça, il faut être pointilleux, hein, parce que Ruben Ben, c'est quand même un super joueur. Mais c'est le petit truc qui me dérange chez lui, quoi. En tant que edge, et on a déjà vu des edge performants au college football. Tu fais la différence avec ton physique, avec ta qualité, avec tout ça. Par contre, en NFL, ça passe plus parce que les mecs en face de toi, c'est l'élite que tu rencontres et du coup, c'est plus compliqué, quoi. Bien sûr, bien sûr. Après, il faut pas oublier non plus parce que c'est vrai que il domine tellement. En plus, il a un look un petit peu particulier. Tu as l'impression de voir un mec des années 80. Tu vois, il est pas coiffé, il est pas dans le style, tout ça. Donc, on a vite tendance à oublier que Bane est très jeune encore, hein. Il vient, je crois qu'il vient seulement d'avoir 22 ans. Attends, je te confirme ça. Non, même, il les a même pas. Il aura 22 ans en septembre prochain, tu vois. Donc, c'est encore un très jeune joueur. C'est des choses qu'il peut encore, tu vois, apprendre. C'est pour ça que, en fait, je m'inquiète pas tant que ça. Tu vois, tu me dirais qu'un joueur qui a 25 ans, il a encore ces travers-là, ça me dérangerait beaucoup plus parce que je me dis, en fait, bah ouais, le mec a déjà 25 piges, quoi. Ça fait déjà 5 ans qu'il aurait dû gommer ça et qu'il l'a pas fait. Donc là, en fait, les mauvais réflexes, les mauvaises choses, ils sont vraiment accrochés à lui. Et donc, c'est compliqué de te faire oublier ça, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Nous, à 21 ans, on était encore, voilà, on était en train de regarder la télé et on n'était pas sur un terrain. Lui, voilà, il joue devant des milliers de spectateurs, voilà, donc faut tout remettre dans son contexte. Mais voilà, c'est vraiment ce petit truc que j'ai aperçu chez lui. Mais s'il va, moi je dis une bêtise, hein, il tombe sur un super, tiens, il tombe aux Titans avec le coach l'ancien coach des 49ers, bien sûr, son nom m'échappe, Saleh, Robert Saleh. Robert Saleh. Et tu vois, c'est des trucs qu'il va pouvoir corriger tout de suite. Robert Saleh, on a bien vu cette année les 49ers en défense, même avec des joueurs 5, 6, 7 sur la depth chart parce qu'ils avaient tellement de blessés, qu'il a réussi à faire quand même une saison plus qu'honorable et plus que correcte. Je suis désolé, mais un Ruben Ben, si tu le mets dans ses mains, ça peut que progresser. Je prends Robert Saleh parce que voilà, on va pas se mentir, Ruben Baines, à mon avis, ça sort pas du top 10 en NFL déjà, des 10 premiers choix. Après, on ne sait jamais, hein, ce qui peut arriver. Mais moi, je le vois bien partir dans le top 5. Après, voilà, top 5, top 10, suivant les gens, ce qu'ils veulent ou que leur équipe ont leurs besoins. Mais moi, je ne le vois pas sortir plus tard que ça, quoi. Voilà, on sait qu'il partira très tôt, quoi. Et moi, honnêtement, je vais te dire que j'en sais rien. Je sais Ouais, pas. Alors, en termes de talent, oui. Maintenant, on a vu que c'est une draft qui manque un petit peu de stars. Donc, ça, oui, le haut du tableau peut partir un petit peu dans tous les sens. Ce qui me gêne avec Ruben, c'est l'approche qu'il a eue dans le process de dire bah, moi, je participe pas à tel drill. Et de toute façon, vous avez qu'à regarder mes tapes et parlent d'eux-mêmes. ouais, ouais. En soi, oui, il a raison. Moi, je suis de cette école-là, tu vois. Mais on sait qu'aujourd'hui, ça marche pas comme ça. Ça marche plus comme ça. Et que tu as beaucoup à gagner à faire une bonne perf sur un atelier, tout comme tu as beaucoup à perdre à ne pas le faire parce que d'autres vont en profiter, tu vois. C'est ça, Donc, c'est ça, je sais pas. Là, c'est ça. entre le délire de ses petits bras et sa volonté de pas participer, tu vois, au combine, je pense que ça a pu lui faire perdre des points qui peut-être vont profiter à une équipe aux alentours du top 10 parce que je sais pas, peut-être que juste Oui, ça, en fait, ça va le faire chuter un bah, petit peu, tu vois. jurisprudence des joueurs qu'on. Moi, il y en a un qui est arrivé l'année dernière au Combine et tout. Je vais le citer, Shader Sanders, avec tout Shader Sanders qu'il est et tout ça, toute la panoplie et le papa et ainsi de suite. Il a commencé à un peu à la. Voilà, je crois qu'il a fait que le 40 yards ou je sais plus quoi. Il a fait un atelier, le reste, il dit regardez mes tapes, regardez mes tapes. Au Pro Day, il s'amuse à faire une passe dans le dos et tout. Les scouts, les équipes NFL ont vu tout ça. La preuve, il est descendu très bas. C'est pas ce qu'arrivera Ruben Baines, bien évidemment. Mais jurisprudence quand même, comme tu dis, de ne pas vouloir faire les ateliers, à ne pas vouloir te présenter et montrer ce que tu es capable, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, les coaching staff regardent tout ça. Voilà, donc à un moment donné, c'est tant pis pour lui si ça lui pénalise. Mais après tant mieux peut-être pour les autres équipes. Et peut-être aussi, est-ce qu'il ne fait pas ça pour tomber dans une meilleure équipe, pour pas être dans les premières équipes et jouer le Peut-être, bas-fond de la NFL? Peut-être, hein, c'est une stratégie aussi, hein, on ne va pas se bien mentir. sûr, Hein. bien sûr. Ok, très bien. Ruben Ben Junior, voilà, je pense qu'on a un peu tout dit sur lui. On va enchaîner, Ryan. On va passer au joueur Mhm. suivant.
On va passer à Arvel Reese. Excusez-moi, j'ai les enfants derrière. Je te laisse présenter Arvel Reese. Je m'occupe des ch'tis tout de suite. Vas-y, Vas-y, vas-y. Ryan. Vas-y, y a pas de souci. Donc, Harvel Reese, c'est moi qui ai demandé à Joe de le mettre dans cet épisode des Edge, tout simplement parce que c'est ma projection sur Harvel. Alors, c'était peut-être vrai pour beaucoup de personnes il y a quelques semaines, et c'est peut-être en train de changer un petit peu par rapport justement à son Pro Day et par rapport à certains drills qu'il a effectués. Moi, personnellement, j'ai pas changé mon fusil d'épaule. Harvel Reese, ça va être un joueur très polarisant dans son utilisation parce que dans une main, on a un plancher très élevé et un très bon potentiel pour jouer en tant qu'off-ball linebacker, donc linebacker un petit peu plus classique, euh, avec plus de responsabilités en couverture de zone, tout ça, mais avec des jolies capacités de blitz. C'est un superbe athlète. Et de l'autre côté, on a un plancher qui va être très très bas en tant qu'edge. Je parle vraiment pour moi, déjà, vous oubliez quasiment son année rookie en termes de production si vous choisissez de le placer edge, parce que tout simplement, il n'était pas edge à Ohio State, il était linebacker parfois aligné en tant qu'edge, et ça fait toute la différence. Il a un vrai retard à combler en termes de qualité technique, et je parle vraiment de technique de edge pure, que ça soit sur sa façon de jouer, sur son leverage, sur sa façon d'attaquer les gaps, d'attaquer les joueurs qu'il aura face à lui, sur sa palette de mouvements techniques qui est raw possible. Le mec n'est pas edge, en fait, tout simplement, il faut pas l'oublier. Mais à côté de ça, en fait, entre son gabarit, entre les flashs que j'ai pu voir sur le terrain, je me dis que son plafond peut être beaucoup plus élevé en tant qu'edge qu'en tant que linebacker. Encore une fois, je le répète, c'est ce que j'ai dit juste avant quand je vous l'ai introduit en tant que linebacker. Il aura un plafond élevé en tant que linebacker. Je pense qu'il pourrait être un super joueur, un très solide titulaire, peut-être qu'avec du travail, il pourrait même aller accrocher une place de Pro Bowl ou ce genre de choses-là au cours de sa carrière en tant que linebacker. Mais je pense qu'en tant qu'edge, le plafond, en fait, il peut exploser son plafond de verre et devenir vraiment un top edge de la ligue s'il travaille correctement, s'il tombe dans le bon environnement et ce genre de choses. Justement, on avait eu un gros débat avec Val parce que lui, il le voyait plus en tant que linebacker et moi plus en tant qu'edge. Mais parce que vraiment, là, moi, avec Arvel Reese, si je swing, je cherche le home run avec lui. Tu vois, si je veux un linebacker, j'irai pas forcément chercher lui en premier, ni même forcément en deuxième. J'ai d'autres gars qui me plaisent plus que lui. Mais je vois le potentiel en tant qu'edge. Par contre, oui, il y a du potentiel, mais il y a une charge de travail qui va être énorme. Et pour cette raison, j'ai du mal à le voir tomber dans n'importe quelle franchise. Et s'il tombe dans les top franchises, là, s'il part, tu vois, top 5, il y a un monde où, en fait, il finit en bust parce qu'ils lui auront pas laissé le temps de se développer correctement, tu vois. Ouais. Non, mais je comprends totalement. Moi, je suis vraiment divisé sur ce joueur. Je pense, quand tu dis edge, c'est un peu à la style, un peu style de joueur, un peu. Alors, c'est loin d'être le joueur là aujourd'hui, hein. À style à la Micah Parsons, un peu gadget, Mhm. un peu, voilà, un peu, tu le mets. Il peut jouer en tant que linebacker ou il peut jouer edge. Voilà, c'est des jeux déguisés. Voilà. Et on sait qu'il est très, très rapide. En plus, il a une rapidité assez quand même incroyable c'est sûr que si l'on voit en pur edge et sur des gros gabarits, ça va être compliqué. Mais sur des Mais jeux déguisés, ouais, ça va surtout être compliqué, Joe, parce qu'il n'a pas la technique, en fait, tout simplement. Et en exactement. fait, tu vas Exactement. l'envoyer contre le top, tu vas l'envoyer contre le gratin, ce qui se fait de mieux au monde au poste de tackle. Donc, ouais, forcément, vu qu'il n'a pas le bagage technique, il risque de souffrir. Mais oui, c'est son utilisation, tu l'as dit, moi, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est vraiment comme un Micah Parsons année Cowboys, où vraiment, tu vois, des fois, tu le voyais aligné à C'est ça. droite, parfois à gauche, parfois aligné en tant que linebacker et blitz, parfois il descend sur la ligne et il drop en coverage. C'est c'est tout l'intérêt d'avoir un joueur comme ça. Mais à côté de ça, Parsons, il a charbonné. Tu vois, il a vraiment charbonné les premières années pour se créer vraiment ce bagage technique. Parce que quand il sort de Penn State, c'est avant tout un athlète plus. Et pour l'instant, c'est ce que je vois chez Harvel. Tu vois.
c'est que c'est un athlète plus. Maintenant, il va falloir bosser. Et surtout, et on le répète chaque année, et c'était déjà le cas l'année dernière avec Travis Hunter, par exemple, l'équipe qui le prend, faudra l'installer à un poste. Oui, arrêtez de le balancer partout, à droite, à gauche. Exactement. Faudra pas s'amuser à aller 2 semaines, il joue linebacker. Puis une semaine, parce que tu affrontes un tel, tu vas le faire jouer edge. Et la semaine d'après, en fait, ah ouais, non, là c'est chaud. Et puis en plus, il joue plus de passes. Je vais le refaire passer linebacker. Parce que c'est le meilleur moyen, en fait, de ne pas le faire progresser sur les 2 postes. Il va Oui, stagner. tu vas le perdre. Il va stagner. Il va être moyen bon peut-être, mais il sera jamais excellent, quoi. Ouais, et puis dans 2 ans, 3 ans, tu te diras, finalement, Harvel, bah, ça va, c'est un bon joueur, mais il n'a pas vraiment progressé. Et bah, c'est à partir de là que en fait, tout va dérouler. Tu vas te dire, ah, bah, peut-être drafter un autre mec pour jouer à sa place et on va le laisser partir après son année rookie, non, après son contrat rookie. Donc vraiment, moi, personnellement, je le value plus en edge, avec beaucoup de travail. Il faudra qu'il tombe dans le bon environnement. Si une équipe choisit de le prendre et de le faire jouer linebacker, je le comprendrais tout à fait, parce que comme je te dis, je pense que son plafond en linebacker peut être aussi très élevé. Mais s'il vous plaît, que ça soit linebacker ou edge, vous amusez pas à le faire changer de poste chaque semaine. On a vu que ça marchait pas, on a vu que ça retardait le développement des joueurs. Et malgré tout, soyez patient. Parce que bah, le problème, plus tu le draftes haut, plus tu en attends. Donc le problème, c'est il va être là aussi. Là, on le voit beaucoup sur les mock drafts. Alors après, ce qui se passe sur les mocks et ce qui se passe en réalité, c'est encore deux choses différentes. Mais il y en a qui l'ont en deux au jet, c'est tout. Voilà, est-ce que c'est le bon environnement? J'en sais rien, je sais pas. Mais voilà, et s'ils le prennent, on sait très bien ce que ça peut devenir. Comme tu dis, c'est pour le mettre un peu partout. Moi, je sais que voilà, j'en ai discuté aussi un peu avec Val. Val, voilà, il est très tranché, il a son avis, hein, comme toi, tu peux être à ton avis. Mais Val, c'est vrai que quand il se fait quand il a sa vision, voilà, il va pas voir ailleurs tout de suite. Donc, du coup, il est sur son truc et il dit, lui, il peut pas jouer edge. Bah, voyons ce qu'il fait. S'il tombe dans les mains d'un mec talentueux, moi je suis une bêtise, mais tu tombes sur un Mike Vrabel qui est un pur génie du coaching, aussi défensif qu'il est et tout ça. Il y a encore des images qui ont paru là au Pro Day, comment il faisait avec des joueurs et tout. Il va carrément charbonner avec les joueurs pour leur montrer comment faut faire. Bah voilà, moi j'ai envie de dire, bah voilà, tu tombes sur des coachs qui vont prendre soin de toi et prendre le temps de faire travailler tous tes points négatifs et c'est dans la tête, hein, c'est dans le mental. Tu étais sur un terrain, Ryan. Si tu tombes sur un coach où tu peux mourir pour lui, c'est le cas de le dire, hein, vulgairement, mais tu vas tout donner, tu vas tout faire pour progresser. Si tu as un coach bah, qui te hurle dessus ou un coordinateur qui fait pas le boulot et qui t'envoie des fions, mais derrière, il te donne pas l'aide pour pouvoir y arriver, bah, on a tous été sur le terrain. À un moment donné, bah, tu lâches et puis tu fais le strict minimum et c'est humain, hein, on va pas se mentir. Hein, mais il faudra, moi je pense qu'il faut qu'il tombe faut qu'il tombe au bon endroit, au bon moment, avec le coaching staff qui le fera, qui va vraiment le polir, quoi. Comme tu dis, si tu l'envoies au charbon day one et puis tu dis t'es edge et tu dois aller me saquer le QB en face, bah là, je pense que tu t'auras fait un premier round qui va disparaître et on aura dit, bah, ça, on dira c'est un flop, quoi. Donc, C'est ça, c'est ça. dit. Mais tu vois là où je suis pas d'accord avec Val parce que comme je vous dis, hein, nous on a eu un épisode donc sur le podcast de Val où vraiment on traite que de Harvell Reese on a fait quasiment 45 minutes, une heure sur 45 lui. minutes, ouais, je crois. Où vraiment on s'est un petit peu écharpé parce que vraiment on a un avis très différent sur le joueur. Il pense qu'il sera incapable de prendre la moindre rep sur son année rookie. Moi je suis pas d'accord avec ça. Il arrive déjà. Oui, il y a beaucoup de travail à effectuer avec lui pour que ça devienne un pass rusher accompli, mais c'est déjà un athlète de zinzin qui sera capable de couvrir des playmakers offensifs en NFL. Mais il t'apporte aussi une vraie solidité sur le run stop. C'est quelque chose qu'on a souvent vite fait d'écarter et on parle que de son pass rush. Un edge, c'est pas seulement un pass rusher, il faut aussi qu'il puisse défendre la course. Et ça, pour le coup, Harvell Reese, il sait très bien le faire. Il a une bonne longueur de bras, il crée une bonne séparation, il a une vraie force physique dans le haut du corps qu'on pourrait un petit peu oublier parce que quand on le voit, il est un petit peu svelte, tu vois, mais il est capable de tenir des gros gabarits à bout de bras. Il est très explosif, il n'hésite pas à rentrer dans la gueule des tight ends. Il y a certains tight ends qu'il a vraiment fait souffrir cette année. Je vois pas pourquoi il serait pas capable de le faire, tu vois, en NFL.
Donc, Et il s'est à plaqué. minima, bien Et il sûr, il s'est s'est plaqué, plaqué. hein, en plus, hein, donc Et donc, à minima, en fait, il pourrait au moins t'apporter, tu vois, sur ta défense contre la course. Maintenant, oui, il y a un vrai travail de développement à faire sur son pass rush. et 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 heu et aussi, bah, bien sûr, hein, il va commencer, sa carrière en NFL. Il va falloir le regarder sur le côté plutôt, on va dire, le côté, moins bon de la O-line adverse. C'est là qu'il faudra le positionner si tu veux le mettre en edge et pas le mettre face à s'il joue, ouais, je dis une bêtise, mais tu rencontres un Trent Williams en week 1 ou un Tunsil ou un truc, bah, le mec, il va le mettre dans sa poche tout le match parce qu'il a l'expérience et il sait ce que c'est que d'avoir des gabarits comme lui. C'est des mecs, voilà, c'est des mecs, ils sont encore, ils ont, à chaque fois on dit ils sont vieillissants, mais à chaque fois ils sont dans les top line, les top tackles de la ligue. De ça pas pour rien. Bah, tu tombes contre des joueurs comme ça, ouais, comme je te dis, de le mettre dans leur poche tout le match et tu le vois pas, quoi. Et là, ce sera Après, compliqué, c'est quoi. après ça reste un bon enseignement aussi, hein, tu vois, de tomber Exactement, contre des mecs comme ça, alors exactement. je sais que c'est très frustrant, hein. Moi, je l'ai vécu parfois de tomber contre des oppositions plus fortes que toi et ça te vraiment, ça te dégoûte, hein. Moi, je te parle d'entraînement où, tu sais, à la fin, j'ai eu les larmes parce que la haine, en fait, tu le Ah ouais, seum tout simplement, mais ça te fait progresser. D'être bien sûr. contre les meilleurs, ça te fait aussi progresser si tu le prends avec la bonne optique. Tout en l'accompagnant, je dis, comme avec le bon Bien coaching sûr, staff bien sûr. et pas le rendre ridicule à mettre tous ses plays en vidéo, devant toute l'équipe à le week-end la semaine d'après pour dire: «Bah, tiens, là, tu t'es fait manger tout le match, quoi». Ça, Là, de ils toute vont façon, ce tu fais sera ça, tu le perds. primordial, hein. Non, mais ce sera primordial, aussi bien du coaching que de la fanbase, de comprendre que si vous le prenez pour le faire jouer edge, il y aura du développement à faire, tu vois? Tu pourras pas lui demander, dès son année rookie d'être limite rookie defensive of the year, à 10 sacs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui risquent d'être déçus, si voir Velriz avec ce potentiel-là dès sa première année. C'est ça, c'est ça. Voilà, on a été complet sur Avelriz. Nous, moi, en tout cas, je lui souhaite le meilleur. Je ne suis pas là pour dire. Il y a des joueurs où j'étais un petit peu haters des années auparavant. Sur cette classe de draft, c'est parce que ben, il n'y a pas, comme on dit, ça manque un peu de stars. Donc, on a envie un peu de tout ce qui réussissent autrement. Et c'est vrai que bon, bah voilà, moi, je lui souhaite bonne chance, mais ça va être. J'ai hâte de voir où il va tomber, quoi. J'ai vraiment hâte. Allez, on passe à un autre joueur. Et là, aujourd'hui, on présente David Bailey. Alors, lui qui divise aussi, hein, vraiment, de Texas Tech, 32 solos, 14 sacs et demi, 3 fumbles forcés. Ah bah oui, tu regardes la feuille de stats, bien sûr, hein, elle est salie, hein, on va pas se mentir, hein, voilà. Après, on peut parler d'opposition, on peut parler de beaucoup de choses, on peut parler de plein de choses. On va pas lui ôter, il les a fait. Faut surtout pas ôter les stats qui ont été faites. Maintenant, David Bailey, moi, quand je l'ai vu avant vraiment le process draft, j'aimais ce que je voyais sur le terrain. Après, quand tu te penches un peu plus sur le truc, bah, tu vois qu'il y a il y a des choses à dire aussi, hein, bien évidemment. Et du coup, bah, je l'ai beaucoup moins haut que je l'avais à une certaine époque. Moi, pour moi, c'était le deuxième edge derrière Ruben Baines. Ruben Bain, pardon, pas Baines. Bref, voilà, je suis mitigé sur David Bailey, à voir. Et pareil, c'est un projet à développer. C'est pas des joueurs qui sont prêts tout de suite, comme on a pu voir certains edge ces dernières années. Je vais laisser Ryan le présenter, mais voilà. Il y a des choses à dire, mais il y a des choses positives aussi, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vois, tout à l'heure, quand je parlais avec Bane, justement, des joueurs qui ont une fiche statistique salie, mais qui me laissaient une impression de domination un peu moins importante, c'est à David Bailey que je pensais. David Bailey, c'est un joueur, effectivement, si tu prends que sa fiche de stats, tu vas te dire, waouh, putain, c'est quoi ce monstre? Si tu es un suiveur assidu de PFF, tu vas voir toutes leurs stats avancées de pression, machin, tu vas te dire, mais c'est quoi ce monstre? Ah putain, David Bailey, je peux pas passer à côté. Et quand tu commences à regarder un petit peu plus en détail, un petit peu plus précisément, chacune de ses reps, de voir pourquoi il réussit à créer une pression, pourquoi il réussit pas à créer une pression, pourquoi il disparaît parfois pendant des longues périodes de temps du terrain, alors il est là, hein, il joue, hein, mais juste il sert littéralement à rien.
bah, tu commences à réfléchir un petit peu. Tu te dis, ah, est-ce que aller le chercher top 5, c'est pas trop haut? Est-ce qu'aller le chercher top 10, c'est pas trop haut? Et c'est aussi ce que j'ai commencé à penser avec le temps. Et alors attention, hein, là actuellement sur mon classement des Edge, et c'est pour ça qu'il apparaît en troisième position aujourd'hui, c'est parce qu'il est encore troisième. Parce que, comme tu l'as dit, Joe, il faut pas tomber non plus dans un scepticisme, tu vois, exacerbé. David Bailey, c'est un très bon joueur de foot. C'est un bon joueur de foot, très complet. C'est peut-être, allez, je le mettrai pas devant Bane, mais clairement, entre lui et Harvey Ellis, par exemple, si vous voulez une assurance day one de ce qu'un joueur pourra vous apporter, bah, allez chercher Bailey, parce qu'il est bon partout. Bailey, il est bon partout. Je l'ai trouvé bon contre la course, bon contre la passe, bon en capacité athlétique. Je crois qu'il y a même quelques tapes où on le voit dropper un petit peu. Il est bon aussi. Mais il y a un truc qui me gêne, c'est que pour un joueur qu'on annonce top 10, top 15, qui fait partie des gros noms de cette draft, il y a quelque chose qui me gêne vraiment, c'est le manque de domination. J'ai eu des débats avec des Américains sur les réseaux, avec certains autres Français sur ça, qui n'ont pas forcément la même définition de domination que moi. Un joueur annoncé aussi haut, pour moi, faut le voir tout le long d'un match sur le terrain. Il doit écraser la compétition. Peu importe ce qui se passe, faut que le mec là, toute l'attention de l'attaque, elle soit dirigée sur lui parce que c'est une superstar. Et ça, je ne l'ai pas avec David Bailey. Et je ne l'ai pas sur beaucoup de matchs. Il y a trop de matchs où en fait, il se laisse porter par le flow du match. Et il va te chercher un petit sac par-ci, un petit plaquage pour perdre par-là. Le match d'après, il va te faire un sac par-ci. Puis le QB, il va roll dans ses bras. Donc ça va lui faire 2 sacs. Et puis il va faire une petite poursuite. Il va avoir un fumble. Donc il finit le match, il est à 2 sacs, un fumble. Tu te dis, ah putain, pour un edge, sacré match. Et finalement, sur le terrain, c'est pas ce que tu vois. Il y a certains matchs, il y a certaines actions où même son compère à Texas Tech, Romello Height, qui est edge numéro 2 de Texas Tech, et qui est vu bien plus bas pour d'autres raisons, qui m'a beaucoup plus impressionné que David Bailey. Et ça me gêne. Ça me gêne beaucoup, ça me gêne énormément quand on parle d'un mec projeté aussi haut. Donc, il y a des choses que j'aime bien avec David Bailey, mais il y en a d'autres que j'aime pas énormément sur les points faibles que je lui ai notés. Déjà, un des gros points faibles que je lui ai noté, c'est tout simplement j'ai du mal à me projeter moi sur son plafond. Tu vois, sur son potentiel global, jusqu'à où il va être capable de s'améliorer en fait. Tu vois, les soucis que je lui ai vus, ouais, ça se travaille, mais c'est des points qui vont être durs à travailler. J'ai pas d'assurance de voir un David Bailey exploser en fait sous 3 ans, sous 4 ans. J'ai pas la sensation d'avoir avec David Bailey un potentiel de top edge dans cette ligue. Donc ça me gêne. Quand on parle d'aller chercher un joueur top 10, moi ça me gêne énormément, tu vois. Donc il y a plein de petits points comme ça qui me font dire que Bailey, est-ce que c'est un bon joueur de foot? Oui. Est-ce que c'est un excellent joueur de foot? J'en suis pas sûr. Est-ce que c'est un excellent prospect capable de devenir, je sais pas, tu prends une franchise en reconstruction, d'être capable d'incarner ton franchise player? Bah, j'en suis pas sûr. Honnêtement, j'en suis pas sûr. Moi, ce que j'ai noté un petit peu chez lui, j'ai appelé ça, moi, c'est le joueur frustrant par-dessus tout. Et je supporte pas. Et quand alors moi, j'ai joué au soccer, hein, j'ai pas joué en football américain. J'ai fait 2 entraînements en flag, voilà, rapide, en snappant des ballons, voilà, je suis pas. Mais en étant sur un terrain de football, moi, je supportais pas mes coéquipiers qui faisaient pas les efforts. La nonchalance ne faisait pas partie de mon langage et j'ai l'impression que par moment, il est nonchalant parce qu'il se dit ouais, mon pote, ben voilà, Romeo Hyde, il va faire le play. Lee Hunter, c'est lui qui fait le play. Donc, du coup, ben, moi, je suis tranquille, pépère à côté. Si ça vient de mon côté, bah, voilà, je vais le prendre. Si ça passe un peu plus loin, oh, bah, tant pis, c'est la faute du collègue, c'est pas moi. Voilà, j'ai du mal avec ça, quoi. Moi, j'appelle ça un peu la nonchalance. Et alors, je ne sais pas s'il est nonchalant ou pas, hein, parce que je ne le connais pas et je n'ai pas été sur un terrain de foot pour voir ça. Mais moi, en foot, par exemple, voilà,
mon milieu de terrain, s'il arrivait et qui faisait pas, en tant que numéro 1, qui faisait pas l'effort d'aller accompagner le joueur pour le ballon qui allait sortir en touche ou essayer de le récupérer, je comprenais pas, quoi. Tu laisses le ballon à l'adversaire, je comprends pas, quoi. En fait, t'es obligé, il faut y aller, quoi. Faut pas laisser passer. T'as pas le droit, t'as le droit d'être fatigué, t'as le droit de beaucoup de choses, mais t'as pas le droit de pas faire les efforts avec ton équipe. Et ça, moi, j'appelle ça être nonchalant. Et si t'as plus de gaz, bah, faut demander à sortir, hein. Il faut faire quelque chose. Mais tu peux pas dire le pote va faire le jeu à ma place et moi je suis tranquille, je reste dans mon petit couloir et en fait et j'appelle ça un peu de la nonchalance. Alors je me trompe peut-être, c'est peut-être pas ça. Toi Ryan, tu as joué sur un terrain, je pense qu'en tant que linebacker, si ton pote à côté par exemple, laisse passer le mec parce que ou le fait pas l'effort et que c'est toi qui es obligé de le récupérer sa connerie pour aller plaquer le gars, je pense qu'au bout d'un moment, une fois, deux fois, trois fois, je pense que ça commence à monter, quoi. Tu dis, oh, mec, fais un peu les efforts, quoi. Ah bien Donc, sûr, bien c'est sûr. un Moi, peu le truc qui me tu gêne. connais, ma vision des choses là-dessus, hein. Bah, d'ailleurs, petite anecdote, le dernier match que j'ai joué, j'ai failli me taper avec un de mes DB à cause de ça, parce que justement, une connerie comme ça, on était en red zone et le mec se branle et j'ai le temps j'ai le temps j'étais à l'opposé, j'ai le temps d'arriver, machin, d'essayer de faire en sorte que le mec tombe pas dans la end zone et lui, je le vois, limite, il tourne le dos à l'action en marchant et je t'ai dit, Ouais. j'ai failli me taper avec lui par rapport à ça. Euh, mais non, 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 t'as pas tort. Sur certaines de ces actions, on a effectivement ce petit côté, je sais pas si c'est nonchalant ou flemmard ou j'en sais rien, mais il y a sur certaines de ces poursuites, effectivement, je l'ai noté deux, trois fois au moins sur les tapes où tu vois qu'il est pas à fond. Le mec est Ouais. pas, et le porteur de balle est pas hors de sa portée, mais tu vois qu'il est un petit peu trop loin et que du coup, Bailey il jogue, il fait son petit Oh, jogging dominical, tu c'est vois, ça. ça se voit qu'il est On, pas à 100% et qu'il s'arrache pas pour aller faire le plaquage, tu vois. on fait la petite course pour que les coachs notent que j'ai fait la petite course, que j'étais en mouvement, hein, parce Ouais, qu'ils ils ont voilà. les capteurs, ils ont tout. Mais voilà, en fait, ben, on va pas se mentir, c'est vraiment le truc qui est compliqué, on va dire. Et il y a des joueurs, c'est leur mentalité. Puis il y a des joueurs, ben, ils se disent, ben, voilà, on est en college football, je sais que je vais être drafté haut, voilà, on te met sur un piédestal. Et après, bon, quand il va arriver en NFL, bah, les efforts-là, peut-être qu'il va les faire. Ouais, voilà, mais Peut-être qu'il les fera pas, mais s'il les fera pas, il c'est sera toujours pour relégué. ça que c'est important de les noter. Parce que tu sais pas, peut-être que le mec va tomber soit dans un environnement qui va l'inciter à changer, tu vois, où il va tomber dans un vestiaire avec des vétérans qui s'arrachent, ou avec un coach qui va lui donner ce petit supplément de mentalité pour, pour switch ce petit truc. Exactement. Donc, ça peut changer, mais si c'est un petit peu plus profond, si c'est vraiment une mentalité un petit peu de flemmard ou quoi, tu le changeras pas. Donc, c'est toujours important de le noter. Au moins, les gens le savent. C'est là, tu vois, on le voyait sur les images. Maintenant, est-ce qu'il sera capable de le changer ou non? Bah, écoute, ça, c'est l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ouais, moi, très clairement, sur Bailey, c'est un bon joueur de foot, mais je suis vraiment plus bas que le consensus. Mais genre vraiment plus bas. Je sais que ça pourra en choquer certains. Selon les tapes, je l'avais même parfois en second tour talent, tu vois, genre j'irai pas le chercher au premier tour. Donc c'est encore une fois, ça va dépendre de ce que les gens vont évaluer chez lui, vont préférer chez lui. Moi, je suis vraiment plus bas que le consensus et il y a vraiment certaines tapes qui m'ont vraiment refroidi. Un autre souci aussi, c'est que j'ai remarqué que dès qu'en face de lui, il avait une opposition qui se rapprochait un petit peu des oppositions qu'il pourrait avoir en NFL, le niveau avait tendance à chuter drastiquement, tu vois. Dès que tu le mettais en fait face à quelque chose de solide, j'avais vraiment la sensation de ne plus avoir un joueur aussi dominant qui pouvait l'être face à certaines équipes. Ouais, ouais. Donc, à voir, à voir. Et combien, on a déjà vu, hein, c'est ce que dit Ryan, on préfère le répéter, on a déjà vu des joueurs en college football qui ne faisaient pas les efforts. Et quand ils arrivent en NFL, bah, ils changent drastiquement parce que, bah oui, puis tu as le vétéran qui arrive ou, je dis une bêtise, ou tiens, t'as un TJ Watt qui est dans le vestiaire, il va te mettre deux coups de claque sur le casque, il va te dire là, ce coup-ci, tu fais l'effort. C'est soit tu fais l'effort, soit tu joues pas, mon gars. Mais à un moment donné, il va falloir Mais tu sais choisir, quoi. que, Donc, mais tu sais que on n'est même pas obligé d'aller chercher, tu vois, forcément une légende ou quoi non, mais oui, pour voir ça, hein. exactement. Des fois, c'est Parle. des trucs, des fois, c'est des trucs tout cons. C'est tiens, vas-y, on va rester sur Bailey, par exemple. Voilà, first rounder, machin, tu sors, t'arrives, t'es un petit peu.
t'as des assurances un petit peu à droite à gauche, les gens te sucent un petit peu, machin. Et en fait, tu vas pas faire la poursuite à fond à l'entraînement. Et en fait, tu vois un sombre spécial teamer qui a 33 ans, où en fait, limite, quand t'es arrivé dans le building, toi, tu t'es foutu de sa gueule parce que tu t'es dit, mais c'est qui ce Ouais. mec? Et en fait, tu vois le mec passer à ta droite à fond les ballons comme un enculé, tu vois, et venir faire le jeu. Et bah, parfois, je sais que tu as certains joueurs chez qui ça compte. Parce Bah, que puis tu vois, tu montres l'exemple, en fait, tout ouais, simplement. Le mec ouais, se dira: «Putain, ouais, lui, c'est un ouais. spécial teamer, ça fait 10 ans qu'il est dans la ligue à se taper des kick-offs et le mec est là à l'entraînement, à toutes les reps, il se la tue. Pourquoi moi je le ferais pas?» tu vois? Exactement, exactement. Mais c'est l'exemple et des fois, bah et puis, on a beau dire ce qu'on veut, ça reste comme des jeunes joueurs. Bien sûr, Tu mûris à tout âge, on en apprend tous les jours. Voilà, moi, j'en apprends tous les jours, on en apprend tous les jours et à un moment donné, beh, dans la vie, il y a fait, bah, qu'à un moment donné, tu deviens un peu plus mature aussi c'est ça. et tu te dis: «Ah bah, ah merde, attends, je l'ai pas fait là, pourquoi je le fais pas et que lui, il le fait à la place?» Bah, à un moment donné, bah, la Ouais prochaine fois, c'est moi qui fais, quoi et après ça clique et quand et ça voilà. clique, tu vois? Et là, tu vois, Exactement. en fait, tout le talent, tout l'athlétisme des mecs. Petite parenthèse, je sais que les gens qui regardent le foot US de A à Z, ils aiment pas quand tu parles de foot européen. Regarde Dembélé. Exactement, exactement, exactement. Et là, tu le vois arriver en équipe de France l'autre jour, c'est le papa, quoi. Il arrive là, L'autre, il a la bave aux lèvres, il te fait des ouais, pressings de fou et avant ça, tout le monde savait. Tu vois, Dembélé, depuis des années, on le voit jouer, on sait qu'il a le talent, mais ça a jamais cliqué, exactement, tu vois? exactement, Et là, d'un coup, exactement. ça clique. Inversement, tu Et prends un Ben Arfa, bah, ça a jamais ouais, cliqué, bah, il a ouais, jamais fait la carrière qu'il aurait dû. Donc c'est exactement. pour ça, c'est ça, nous, on le note. Voilà, on le pose, on l'a vu sur les images, voilà, c'est là. Maintenant, est-ce qu'il sera capable de l'améliorer ou pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très bien. Eh bien, on passe au suivant. Voilà, David Bailey, vous avez notre avis. Moi, voilà, je pense pas qu'il sortira du top 1 du 1er tour. Voilà, par contre, s'il Non chute et plus. puis qu'il descend, entre, entre 15 et 25, ça me choquera pas, quoi. Voilà, je préfère le dire, quoi. Voilà, ça peut c'est possible, hein, c'est possible. Après, tout dépend les franchises, les besoins, bien évidemment. Tu as les 2 Edge qui sont sortis avant, tu as David Bailey qui est là, tu as besoin d'un Edge. Bah, ouais, tu as le choix, il va peut-être être fait, quoi. Donc, du coup, il faut voir, il faut voir. Allez, on enchaîne et on va passer, je crois que c'est à ton chouchou un petit peu, hein. C'est un de mes chouchous de la On va draft. passer sur Cassius Howell, qui a fait tant débat la dernière fois sur la mock draft parce qu'il y en a qui l'a pris au premier tour. Voilà, c'est Cassius avec ses petits bras, hein, ses petits. Là, si on parle de. Alors là, c'est le cliché total Ah bien des sûr. combagnes et tout. Des petits bras, les insiders américains, là, ils y vont à tout va. Machin, ça peut pas être un joueur NFL et tout. Ouais, parce que le mec Et- a les plus petits bras depuis, je crois, ouais, 99 ou un truc ouais, comme ça, ouais. parmi tous les joueurs qui se sont Je, rapp- classés. je rappelle que Joe Burrow, tout le process, il avait des petites mains. On ne sait pas s'il pourra lancer le ballon en NFL. Voilà. Voilà, par exemple, Mais comment ça sort, quoi. ouais, t'en as d'autres. Non, mais t'en as d'autres, hein, ça, on l'a tous les ans Exactement. et ça continuera jusqu'à la fin de notre vie, hein, les fameuses mesures, Ouais. qui influent sur le talent ou pas d'un joueur. Maintenant, c'est des critiques qui peuvent être, moi, je les entends. Les mecs qui sont aujourd'hui, on est dans une ère de stats avancées, de trucs où tu regardes la moindre demi-mesure qui peut te donner l'avantage sur, bah, tu vas la prendre en considération. Moi, j'essaye de faire la part des choses en voyant les mesures et en voyant ce que le joueur apporte. Bah ouais, il a des petits bras. On le voyait déjà sur les tapes qu'il avait des petits bras. C'est pas pour rien si Cassius Howell, c'est peut-être un des pires run defender de la QV de Edge. Il est dégueulasse. Il arrive pas à défendre la course, tu vois. Est-ce que ses petits bras sont en cause là-dessus? Bah peut-être. Ouais, il y a peut-être une incidence effectivement là-dessus qui me font dire que bah, peut-être que Cassius progressera jamais en fait sur ses capacités de run defender. Tu vois, peut-être qu'il sera condamné à devoir, quand il veut défendre la course, bah, plonger dans son gap, se jeter dedans et entre guillemets prier, tu vois, parce qu'il sera incapable, face à des gabarits NFL, de créer une quelconque séparation parce que justement, il sera toujours limité par son allonge. Peut-être. En même temps, j'ai envie de te dire, si tu prends Cassius Howell aujourd'hui en te disant ah ouais, ben, le mec il a des petits bras, ça risque d'être compliqué pour défendre, bah, c'est que tu n'as pas fait ton taf. Tout simplement parce que Cassius Howell, aujourd'hui, tu vas pas le chercher pour qu'il améliore ta défense contre la course. Du tout. Du tout. Du tout. Quel que soit ton système, si tu regardes Cassius Howell en te disant putain, je cherche un mec qui va améliorer ma défense contre la course. Howell de Texas AM, c'est pas mal ça. Bah, c'est que t'as pas fait ton taf. C'est pas ce qu'il va apporter à ton équipe. Cassius Howell, c'est tout l'inverse. C'est un spécialiste pass rusher.
peut-être un des meilleurs pass rushers que tu vas avoir là sur cette QV. Il a des défauts, comme on vient de le dire, petit bras, incapacité à défendre la course. Maintenant, c'est un joueur qui est ultra explosif. C'est un joueur qui produit sur son pass rush, peu importe la situation dans laquelle tu vas le mettre. Là, cette année, il est titulaire, il finit meilleur défenseur de SEC, qui est l'une des meilleures conférences du college football. Moi, Cassius, je le voyais déjà depuis l'année dernière. On en parlait déjà avec le mec qui tient le compte France de Texas A&M. On en parlait justement l'année dernière parce que je lui disais, putain gros, je regarde les matchs de Scourton et de Shemar Stewart. C'est qui lui là, le mec qui rentre à chaque fois que Scourton il sort et qui fait des plays de ouf? Bah c'était OL. Et je lui dis, gros, j'aime bien, est-ce qu'il se présente cette année? Il me dit non, je pense pas. Je dis, bah tu sais quoi, je me le note parce que vraiment j'aime bien, tu sais ça. Un match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, et le mec il flash, il flash, il flash. Il te montre de l'explosivité, il te montre des moves de zinzin. Il a un ghost move qui est peut-être l'un des meilleurs de la draft cette année. Tu vois, le fake punch et ensuite tu passes en dessous l'épaule du tackle. C'est peut-être le meilleur de la QV. Donc, venir me dire, ouais, Cassius, c'est un prospect de merde parce qu'il sait pas défendre la course, bah encore une fois, si tu le prends pour améliorer ta course, c'est que tu n'as rien compris, tu vois. Moi, je te le dis, je te le donne en mille. Hein. Pour moi, Cassius Howell, il faut que tu le foutes dans une équipe qui joue donc soit sur un front 30, soit qui joue avec des purs spécialistes pass rush sur l'extérieur, donc potentiellement plutôt outside linebacker. Si tu le fais jouer sur un front 4, tu le fous en technique wide 9, là, tu sais, les mecs qui partent à 2 pas là, du tackle, et tu le laisses cook. Le mec, il a réussi à produire tous les ans en sec. Tu peux pas trouver des gabarits plus NFL ready qu'en sec, en fait, tu vois, au poste de tackle. C'est Et le mec a produit, le mec a produit, le mec a produit, il te fait des sacs à tout va. Donc, croyez-le, lui-même, il le sait qu'il a des petits bras, sauf qu'il a appris à jouer en contournant un petit peu ça. Est-ce que demain, tu me dis qu'il va être incapable de créer de la pression en NFL? Bah, je pense pas. Pour moi, il a toutes les qualités. Il a du bend, il a de l'explosivité, il a les palettes techniques. Maintenant, voilà, tu t'amuses à le mettre DN de 40, tu le fous en face du tackle, à l'intérieur du tight end, et il va se faire bully tout le match et ça va courir pour 200 yards sur sa gueule, bah tu viens pas faire l'étonner en me disant bah ah ouais, Cassius il est mauvais en fait. Non, mais je suis d'accord. Excuse-moi, Ryan. Ouais, vas-y. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. À un moment donné, moi, j'en ai marre des équipes qui draftent des joueurs pour dire, il a telle position, il doit faire ça ou ça. À un moment donné, tu sais que le mec, c'est peut-être pas un premier tour. Ça, on est quasiment tous capables de le dire. Oui, c'est pas un premier tour. Mais tu prends ce joueur-là, tu prends ces joueurs-là pour ses qualités. Arrêtez. Moi, j'ai envie de dire arrêtons et arrêtez de prendre des joueurs ou de dire tel ou tel joueur, il est pas bon. Mais prenez-le sur ses qualités réelles. À un moment donné, un quarterback qui est pas capable de courir, qui a une statue dans sa poche, mais qui est capable de lancer des ballons incroyables et tout, c'est un quarterback, oui, c'est pas parce qu'il n'est pas double menace qu'il ne sait pas courir. Tout simplement, c'est pas sa force première. Et bien là, Cassius Howell, la course, c'est pas sa force première. Mais oui, mais par contre, derrière, comme tu dis, draftez-le pour ce qu'il est capable de faire. À un moment donné, moi, j'en ai marre aussi des équipes aujourd'hui en NFL. Tu m'as dit, purée, on est là, on est en France, on a les petits Mickey de plage, on est là, dans notre petit coin, on est capable de voir des trucs. Je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse pas voir ces choses-là. Ce mec-là, tu le drafts, il est fait pour ça, pour aller en pass rush, il a sa technique. Laisse-le faire. Au pire, tu le fais souffler sur les troisièmes downs où tu vois que ça va être un jeu à la course et tout ça, ou tout ce qui est tout ce qui est jeu à la course, tu le laisses souffler. Par contre, dès que tu peux le faire rentrer dans l'art du quarterback, aller rusher le QB en vase, mais fais-le et tu le laisses faire, comme tu dis, tu le laisses cook. À un moment donné, en NFL ces derniers temps, j'en ai marre des équipes qui ne prennent pas les joueurs pour leur qualité. Ils prennent les joueurs pour le poste, mais le poste, ils le font jouer à tout va. Et en fait, le joueur ne joue jamais sur sa qualité première. Et ben, à un moment donné, moi, je pense que en étant quand même à je sais pas combien de milliers de kilomètres des États-Unis, on arrive à le voir et on sait ce que vaut le joueur. À un moment donné, je comprends pas que les coaching staff NFL ne le fassent pas. C'est mon point de vue, c'est mon point de vue personnel. C'est comme moi, ne pas entourer son quarterback. Une O-line, c'est jamais assez cher. Parce que derrière, quand ton quarterback, il se pète le genou parce qu'il a pris je sais pas combien de sacs depuis 3-4 ans et tout, machin, à un moment donné, c'est pareil. Donc, drafter, moi, je trouve que voilà, il y a en NFL aujourd'hui, on ne drafte plus les joueurs pour leur qualité. On draft les joueurs pour un poste, mais pas sa qualité première. Et ça, je trouve ça dommage.
C'est mon truc. Je suis assez d'accord avec toi, surtout que, bah, voilà, parmi les points faibles de Cassius, faut également parler de son âge, donc c'est pas un joueur que tu vas aller drafter pour le potentiel. Il a 24-25 ans, ouais, c'est ça, je crois qu'il a 24-25 ans, donc tu sais ce que tu vas avoir avec lui, tu sais que tu vas pas le drafter pour son potentiel et lui-même le sait. Je pense qu'il est aussi conscient de ses limitations. Demain, tu dis à Cassius: «Bon, bah, voilà, tu vas arriver dans un NFL, avec un profil de pass rush spécialiste, tu vas faire que ça, tu vas pas jouer tous les downs, mais par contre, je te promets que tu vas faire 10 ans dans la ligue», bah, lui-même, il sera heureux, en fait, tu vois? Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est vraiment un truc à prendre en compte et d'ailleurs, on avait eu un débat en privé assez intéressant avec Nat, par rapport à OL, où je lui avais donné, comme comparaison, Nick Bonito. Parce qu'il y a Ouais, beaucoup de reproches qu'on fait à Cassius Howell, dont je me rappelle à l'époque étaient les mêmes, en fait, sur Nick Bonito. Bonito. Mmh. Et je lui dis: «Pourquoi, en fait, Cassius pourrait pas avoir un rôle à la Nick Bonito?» Je lui dis: «C'est pareil, tu regardes aujourd'hui Bonito, lui aussi il a des petits bras». Il me dit: «Ouais, mais il a des bras, de je crois, 1,5/8 Ouais. inch». Je Mmh. lui dis: «Mais tu sais ça représente quoi?» Je lui dis: «Ça représente c'est quoi? Il a 3 centimètres en moins sur ses doigts. C'est pas ça Ouais. qui va faire la différence, en fait». Bonito aujourd'hui, tu le regardes, c'est pas lui la force pour stopper le jeu au sol chez les Broncos. Non, Tout le mais monde c'est sûr, tout c'est le monde sûr. sait que c'est de l'autre côté, le costaud de l'équipe, c'est Jonathan Cooper, tu vois? Mais par contre, en termes de pass rush, Bonito t'apporte un truc Ouais. au-dessus. Plus explosif, plus fluide, plus agile. Et bah, c'est ça Cassius Howell, en fait, tu vois? Donc à voir, à voir. Moi, je vous dis pas qu'il va faire carrière forcément, parce que oui, il y a des vraies limitations physiques, il y a des vraies limitations sur le jeu au sol. Par contre, pour l'avoir vu 2 ans, et c'est ce que je te disais et c'est pour ça que c'est important de le dire, tu vois? Le mec était capable de produire quand il était, edge 3. C'est-à-dire que le Ouais. mec rentrait sur le terrain pour juste faire souffler Scourton et Shemar Stewart, et merde, cet échantillon limité de snap, il était capable de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Mmh. Moi, ça veut me dire à moi, en tant que tel, il faut que je me projette en me disant: «Ce mec-là, je peux le prendre, le foutre dans un effectif NFL en seconde unit, le faire rentrer vraiment sporadiquement à droite, à gauche, et il sera capable de m'apporter cette infusion d'explosivité et de pass rush en plus», tu vois? Bien Bah, sûr. pourquoi j'irais pas le chercher sur un 2e jour de draft? Si j'ai besoin de pass rush, tu vois? Donc à voir, à Tout à voir. fait, Moi, tout à fait. personnellement, je le dis, je me cache pas, Cassius Howell, c'est un joueur que j'adore. En plus, c'est un joueur qui est hyper fun à voir jouer par ses qualités et qui a une mentalité que j'aime bien. Tu vois, on parlait avec Bailey de cette mentalité-là. Bah, Howell, c'est un mec, il a la rage, en fait. Il est plus petit, un peu plus fin, mais il joue, tu sais, c'est un chihuahua. Il est tout le Ouais, bah, oui. temps en train de Eh, jacter et il aime ça. Et quand il commence à dominer son vis-à-vis, tu sais, quand ça commence à snowball, là, il devient relou. Il devient ouais. vraiment relou parce qu'il rentre dans ta tête. En plus, lui-même, ça devient son fuel. Tu vois, lui-même, en fait, il utilise Il se ça, sert de ça, ouais, il se il sert se de sert ça, de ouais. ça et le mec devient meilleur, 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 meilleur. Et moi, j'aime bien. C'est le genre de mec, je le dis, j'aime bien. Je me cacherai jamais. Tu vois. Mais bien sûr, bien sûr. Le petit Gattuso, on va dire, du Texas A&M. Ah bah, de toute façon, toi, tu l'as vu, l'image contre nous, contre LSU, où il se met à jacter, en face de Will Campbell, mais un Ouais, roquet, le mec, un roquet. ouais, Pendant 10 secondes, il est là, il lui parle. Mais moi, j'adore, j'adore. ouais, ouais. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Voilà, on a donné notre avis sur Cassius Howell. Ça reste quand même un joueur qui est productif, ça reste un joueur, oui, qui a des limitations, mais c'est un joueur qui fera le bonheur d'une équipe NFL s'il est bien, pris pour la bonne position. Et moi, Cassius Howell, s'il sort, milieu de 2e, fin de 2, ça je ne serais pas surpris, quoi. Voilà, ça, je veux le dire clairement. Il y en a qui le mettent, début de 3, mais moi, voilà, s'il sort dans les 15 derniers du 2e tour, je suis pas choqué. Même s'il y en a une Non, moi non équipe qui plus. en a besoin et qui va me le chercher un peu plus haut au 2e tour, ça me choque pas, quoi. Moi non Ça me plus. choque pas, Moi ça me non choque plus. Et pas. justement, tu vois, Howell, c'est le genre de joueur où plus il va tomber et plus la value, elle va être vraiment Elle va importante, être énorme. tu vois? Ouais, c'est ça. Et j'en parle, je sais que je pense à vous en plus, hein. Vous avez besoin de pass rush là, tu me dis un Howell, il est encore là au 3e tour ou quoi, il finit chez vous, mais je Ouais, prends tous les jours. puis surtout qu'on a eu maintenant on a des tours supplémentaires vu le trade de McDuffie et Ouais, tout ouais, ça. ouais. On a récupéré des tours et ben, je vais te dire, déjà tu as 2 first pick déjà, tu as un 2e, un 3e, ben, tu as moyen déjà de manœuvrer, quoi, là. Tu as moyen de faire quelque chose, donc on verra, on verra. Mais moi de l'autre côté, de Dakar Laftis, Bah ouais, 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 ouais. ouais, je dis pas non, hein, je dis Mais pas quand non tu avec commences à avoir un Chris Jones, Karlaftis, avec t'as Tonga maintenant qui est là. un Norman Lott qui a été blessé l'année dernière, mais
qui a produit un petit peu quand même sur ce qu'il a fait, mais il s'est blessé, Mmh. mais qui a été là quand même. Et ouais, ça me dérangerait pas. J'ai envie de voir, quoi. J'ai envie de voir. Voilà. En plus, tu le mets sur le côté un peu plus faible de l'autre côté, parce que c'est Karlaftis le numéro Ouais, 1 en DN. Et ben, ouais, ouais. derrière, ça peut lui laisser de la place pour exploser. Hein. Y a Non, pas de je t'ai problème. dit, j'y ai pensé la dernière fois aux Chiefs sur le range un petit peu au deuxième jour, là, entre le 2 et le 3. Je me disais, bah, pourquoi pas, tu vois. Arrête, je vois déjà Elvin dire: «Oh les petits bras, oh les Ah bah petits oui, mais bras, oh les petits Elvin, c'est bras». Elvin. Bah, Elvin, tu lui proposes Keldrick Folk, s'il veut. Ouais, voilà, lui, Elvin, il veut du physique, il veut des gros bonhommes, des gros bonhommes. Regarde, ça a bien marché à Nudike Uzoma. Ouais, ça fait Arrête, un on va gros pas le faire. bonhomme, hein. On va pas le faire, on Ah va pas le ouais, faire. mais je suis désolé, si, il faut que j'en parle. Et qu'est-ce que tu veux que je te Ah, dise? ouais, ouais, non, mais on était ensemble. Le lendemain, on a dit: «Tu es content, Joe?» Non. Je le voulais pas, lui. C'était le pic en plus de Kansas, du coin, machin, tout. Bref, il n'y a rien qu'à aller. Il y a rien qu'à aller dans le pic. Bon, allez, on enchaîne et on passe à notre dernier joueur. Là, Ryan, il m'a mis un mec, là. Là, un mec bien Wisconsin, bien, bien. Ah, j'adore. Un mec J'adore. qui tabasse, là, un vrai. Là, tu vois, c'est le mec qui fait -15, il sort torse nu, il va s'échauffer quand il fait -15. Il est torse nu, il lance les ballons, il va dedans. Ça, c'est le Wisconsin qu'on aime, ça. Ouais, ouais, non, Mason Reiger, j'adore. J'adore. C'est un mec que j'ai découvert sur le tard, hein, je vais pas vous mentir, je vous le dis toujours, hein, par souci de transparence, je l'ai vraiment découvert tard, tout simplement parce que, bah, vu que chaque année on scout et on aime bien choper des petites pépites à droite à gauche, donc on regarde un petit peu les bowls, en fin de saison, c'est les rassemblements de joueurs, comme le Senior Bowl, où pendant une semaine des joueurs se rassemblent et Mason, je l'ai découvert tout simplement parce qu'il a été élu MVP du Shrine Bowl. Le Shrine Bowl, c'est vraiment je vous le dis, c'est le bowl des ploucs. Le Shrine Bowl, c'est les plus nuls joueurs en fait. Il y a 3 gros bowls. Bah, généralement, le Shrine Bowl, c'est les joueurs les grands oubliés, les nullards un petit peu. Mon ami Pierrot me dit, belge, à chaque fois, me dit, ça, c'est le non-respect des joueurs. Quand tu les invites au Shrine Bowl, c'est que tu les respectes pas. Bah, en fait, c'est ça, c'est que parmi en fait tous les gros joueurs, bah, eux, c'est les nullards. C'est un bowl pour les nullards. Mais moi, j'adore parce que tous les ans au Shrine Bowl, tu trouves des petites pépites et donc je vois Mason Reiger, Wisconsin, Edge, MVP. Je me dis: «Bon», je commence à regarder un petit peu les récaps, tu vois, du Shrine. Je regarde les drills, les 1 contre 1, les petites séquences de match et effectivement, je vois un joueur qui a l'air d'avoir des qualités, en fait, tu vois? Donc je me dis: «Bah, écoute, je le rajoute à ma liste et je vais le scout» et ça a été la bonne surprise, tout simplement. J'ai regardé Wisconsin. Ça peut impressionner parce que tu te dis que la production statistique, elle est pas là et c'est le cas, même sur les 2 années, c'est le cas. Après, quand on regarde un petit peu ce que Wisconsin a fait depuis 2 ans, tu peux comprendre qu'il y ait pas forcément de de grosses, fiches statistiques. Il y a aussi le fait qu'il y ait beaucoup de rotation, dans leur défense, qui s'explique aussi par cela. D'ailleurs, sur l'image que tu as mis, Joe, tu as même pas fait exprès, hein, mais il y a un autre joueur que j'aime bien, je crois que c'est lui en plus, c'est le deuxième edge. C'est justement le mec qui remplace Reagor. Daryl Peterson et je l'ai noté lui aussi dans les joueurs intéressants du troisième jour à suivre. Je ferai pas de fiche sur lui, mais lui aussi, il a des petites qualités, Daryl Peterson. Mais c'est les 2 joueurs en fait qui m'ont flashé, dans Wisconsin et Reiger en fait il a l'étiquette sleeper qui est accrochée à côté de son nom. C'est-à-dire qu'on a un edge qui a un gabarit de edge, il fait 6'5", 250 pounds. C'est typiquement le edge que tu vas rechercher, tu vois, au niveau pro en termes gabarit. Il a une explosivité de zinzin, il a une palette technique de zinzin, mais bah, il y a pas les productions statistiques et il joue à Wisconsin, donc en fait, personne s'intéresse à lui. Il est un petit peu plus âgé aussi, je crois qu'il a 24 ans, donc ça pourrait jouer aussi, dans le fait que sa cote reste assez basse. Mais tu sais, il a vraiment tu le vois jouer, bah, c'est le total opposé de ce qu'on disait tout à l'heure sur, Bailey. C'est-à-dire que s'il y a un truc que tu peux pas lui retirer, c'est sa mentalité. Il est extraordinaire. C'est le joueur que moi je veux. Même si en fait je sais que je vais jamais que mon coach va jamais s'en servir, je vais le vouloir dans l'équipe. Déjà parce que je pense que petit à petit, c'est le genre de joueur qui va aller gratter une place, ne serait-ce que par sa mentalité, parce qu'il va jouer à 100% tout le temps, à toutes les reps. Dès que tu vas le mettre sur le terrain, en fait, le mec va se tuer pour son équipe. Ça se voit sur les tapes, que ce soit en pass rush, que ce soit en run stop. Il s'arrête jamais. Il y a le nombre d'actions qu'il fait où c'est une course plein centre, lui, il se retrouve à contourner son tackle et il te tape un sprint de zinzin, il va te chercher le mec 8 ou 9 yards plus loin en revenant dans son dos.
Il y a des actions où il crée des fumbles comme ça parce qu'il arrive derrière le running back qui s'y attend pas, il met des patates dans la balle sort. C'est ce joueur-là, cette mentalité, je la veux moi dans mon équipe. Je la veux dans ma défense, je la veux dans même pas que dans ma défense, je la veux dans mon équipe tout simplement, dans la vie de groupe. C'est le mec, on en parlait tout à l'heure, le mec qui va te montrer par l'exemple, c'est que ce mec-là, en étant drafté au 5e, 6e tour, il va s'arracher comme personne dans ton équipe en fait. Je veux ce mec-là. Je veux ce mec-là. Je veux cette qualité de pass rush. Je veux cette qualité athlétique. Je veux cette qualité d'explosivité. Maintenant, voilà, il y a 2-3 petits soucis. Parfois, j'ai senti que contre des plus gros gabarits, il pouvait se faire dominer en situation de course. Donc, il va falloir qu'il progresse là-dessus. Son petit côté chien fou, parce que mentalité au top, il va falloir qu'il la canalise, parce que très souvent, sur ses plaquages, il se jette. Tu sais, il a tellement envie en fait, d'y aller qu'il te fait des actions de ouf. Je sais plus sur quel match, à un moment, il ceinture un mec. C'est-à-dire qu'il a les 2 jambes du running back attrapées. Le plaquage est fait, mais tu le vois que par terre, il est allongé, il se relève et il se rejette en avant, tu vois, pour faire tellement il a faim, en fait, tu vois. Donc, il va falloir canaliser ça un petit peu. Avec son gabarit, il y a des chances qu'il se retrouve à être placé en tant qu'outside linebacker un peu à la TJ Watt, tu vois, avec des prises de zone de temps en temps. Il va falloir qu'il travaille là-dessus. C'est pas fluide du tout. En fait, tu vois que le joueur l'a pas travaillé, les déplacements de linebacker, tu sais, les déplacements de zone, il les a pas, donc ça saccade beaucoup, il va falloir le travailler. Mais en fait, comment tu peux refuser ce genre de profil-là quand tu arrives au 3e jour de la draft et que tu as besoin de renfort sur l'edge? Je comprends pas comment il Et n'y a puis, pas. et puis c'est un mec qui va apprendre derrière les joueurs titulaires en ce moment. Et ben, il va faire une saison derrière et il va prendre du temps de jeu au fur et à mesure dans la saison. Les coachs vont le voir Mmh. et puis la deuxième année, ben, on laisse partir notre edge. Ah, mais c'est bon, on a Mason Rager derrière et ça sera la Mais surprise. Ça peut être possible. Hein. tu Ça peut être vois, possible. Tomlin, il serait encore là, ça c'est estampillé Mike Tomlin. Tu as vu Ouais, Herbig? Tu vois Herbig? Tu vois le ouais. développement d'Herbig? Pareil. C'est moi, je comprends pas. Vraiment, je te dis, il y a des joueurs sur qui je comprendrai jamais pourquoi il n'y a pas plus de buzz, pourquoi les médias en parlent pas plus. Quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire sur un terrain, je serais incapable de t'expliquer pourquoi. Et bah, Rieger, c'est ça cette année. Donc, très agréable surprise. Je l'ai découvert tard et je suis content de l'avoir découvert. Et je suis content d'être allé voir ces tapes qui sont hyper fun, vraiment. Bah super, bah voilà. On a le slipper de Ryan sur la partie edge, l'un de ses slippers, parce qu'il n'y en a pas qu'un, mais c'est l'un de ses slippers, et du Wisconsin, comme je vous dis, ah bah voilà, les mecs du Wisconsin, de toute façon, on va pas se mentir, hein, voilà, ça n'a pas peur du froid, ça n'a pas peur du contact, hein, ça rentre dedans, et c'est ce que je l'ai dit en présentation, voilà, c'est ce qu'on aime, les mecs du Wisconsin, c'est comme Nebraska, c'est comme tout ça, c'est des mecs où on a, tu vois, ça, moi, ça, tu vois, c'est les Oceanal, quoi, tu vois, les vrais, quoi, les vrais. Donc voilà. Donc on va refaire vite fait le tour des 5 joueurs qu'on a présentés, Ryan. Donc en 1, on a présenté Ruben Bain Junior, Ruben Bain, pardon, je vais y arriver, Ah, bah, Junior de jamais, hein. Miami. C'est dingue ça. Incroyable, incroyable. Ensuite, Arvel Reese, donc d'Ohio State, en sachant surveiller Ohio State, que ce soit à toutes les positions. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont sortir au premier tour en tant que les receveurs, les linebackers, le safety. Voilà, il y a plein de joueurs qui peuvent sortir assez tôt à la draft. Donc, vous ne serez pas surpris, Ohio State va sortir pas mal de joueurs. Comme il était sorti, il y a pas mal de joueurs à Michigan une époque, Alabama, Georgia. Là, ils arrivent, on va dire, après l'année du titre, les mecs sont restés et du coup, bah, là, ils sont prêts à arriver en NFL. Donc, vous allez voir, il y aura pas mal de joueurs d'Ohio State qui vont sortir sur ces 2 premiers tours. Ensuite, on a parlé donc de David Bailey, le edge de Texas Tech. On aura aussi parlé donc de Cassius Howell, de Texas A&M. Et on aura fini par Mason Rager, ouais, c'est ça, Rager. Je ne corche pas son nom. Ça, on n'est encore pas au bout. Hein. Ça, c'est le début. Hein. Et voilà, les 5 joueurs du Edge qu'on vous a proposés. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, n'hésitez pas à nous faire votre retour, n'hésitez pas à aller poser des questions à Ryan, n'hésitez pas à venir nous voir, à venir nous échanger, pareil, comment vous avez trouvé le format, ce qui a amélioré, bref, voilà. Mais ça fait déjà 3 ans qu'on le fait, mais on peut toujours faire mieux. Ryan, je te remercie de prendre encore le temps. Les amis de The Trick Play, voilà, toujours présents, toujours là. N'hésitez pas à aller suivre The Trick Play FR sur leur site internet. Les fiches de scouting sont là.
Ça parle en podcast. Alors, ces derniers podcasts, c'était le coaching carousel. Ça a pas mal parlé sur le coaching carousel. Ils vont relancer la prochaine saison. Ils seront en live, bien évidemment, normalement, pour la draft, comme tous les ans. Voilà, donc n'hésitez pas. The Trick Play FR, si vous n'êtes pas encore abonné, faut liker, faut battre des pouces, faut envoyer du love. C'est le cas de le dire. Du love. Mais grave, là, faites tout percer, bordel. Merde. Du love. Donc, je l'ai mis le logo pour ceux qui ne connaissent pas encore The Trick Play FR. Ryan Scout sur X. N'hésitez pas, voilà, ça parle pas que des fiches de scouting. Ryan, il analyse aussi plein d'autres joueurs. Il donne son avis sur plein d'autres joueurs. Tout le monde n'a pas une fiche. Mais voilà, si vous voulez un avis, et s'il ne le sait pas, eh ben, il va vous le dire clairement. Je ne sais pas. Voilà, clairement. Et s'il sait, il va dire j'ai commencé à regarder. Il ne vous vendra pas ce qu'il n'a pas vu. Donc, c'est l'avantage de discuter avec Ryan. Au moins, c'est franc. Lui, je ne le connais pas. Lui, je le connais. Oui, ouais, bref. Voilà, comme ça, au moins, vous savez tout. Vous savez tout. Et n'hésitez pas, n'hésitez pas, il y aura Kevin qui va intervenir. Et on aura Valentin avec The Process, hein, le fameux, le fameux The Process. Joel Embiid. On va pas arrêter de l'embêter avec ça. Tu peux l'annoncer comme ça. On retrouve Valentin dans son podcast Joel Embiid. Je le ferai sur la première. N'hésitez pas, je l'annonce dès maintenant, le 15 avril, la mock draft des fans sur la chaîne du Foot US. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. On sera là. Ryan sera là pour débriefer les choix avec Tristan. Ouais, bref, on va encore se régaler. Ça va envoyer du lourd. Et du coup, n'hésitez pas à nous suivre pour tous les épisodes présentation des prospects. Ryan, merci à toi. Je te laisse. Bonne journée, bonne soirée à l'heure que vous écoutez le podcast. Que Dieu vous garde. Car moi, j'ai pas le temps. Ciao tout le monde. Merci Ryan. À Ciao, plus. Joe. Ciao.